Français. Tu as tout vu. Alors, peut-être que Jean-Jacques, tu peux commencer parce que tu as connu Einaudi avant Marie-Laure, quand il était éducateur, quand il était conservateur du musée de la protection judiciaire de la jeunesse, autrement appelé la ferme de Champagne. Toi, tu es historien. Voilà, tu es historien. Et tu as à la protection judiciaire de la jeunesse particulièrement ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de son travail à ce moment-là et de votre rencontre, de ce qui t'a marqué ? Alors, c'est compliqué pour un historien de se retrouver en souvenir de témoins, alors que je suis toujours, comme historien, une certaine mise à distance du témoin. Je m'interroge toujours, il faut croiser les témoignages, on sait bien que les témoins oublient plein de choses, transforment, etc. Moi y compris, en tant que témoin. Jean-Luc, j'ai découvert son nom d'abord. Ça, je peux vous dire, c'était un jeudi soir. Je suis sûr du jeudi soir parce que c'est le jeudi que le Monde des livres paraît. Et donc j'ai découvert Jean-Luc Einaudi en lisant le compte-rendu d'un de mes anciens professeurs, Pierre Fidel-Naquet, qui rendait compte du livre de Jean-Luc sur Yvetot. Voilà. Fidel-Naquet qui a préfacé le... Oui, Pierre Fidel-Naquet, voilà. L'affaire Yvetot. Donc, je découvre Jean-Luc, je ne savais pas du tout qui il était, et c'est un collègue de travail qui avait été au même groupe politique que Jean-Luc, Dominique Turbelin, qui m'apprend que c'était un éducateur de la PJJ. Voilà. Bon, puis voilà, le temps passe. Et j'ai rencontré physiquement Jean-Luc Einaudi en 2001, quand il a pris la responsabilité du centre d'exposition Enfants en justice. Et c'est là que je l'ai, pendant un certain temps, côtoyé. Après, il a retraversé la région parisienne, alors on s'est un peu perdu de vue géographiquement. Voilà. Et alors, de Jean-Luc au centre d'exposition, j'ai deux souvenirs. L'un, c'est celui-là, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontrait, on parlait de ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire du bouquin sur, là aussi, un mini-scandale d'État sur comment l'éducation surveillée, alors direction d'une des directions de l'administration pénitentiaire, avait procédé avec les enfants juifs. Voilà. Et parce qu'il avait retrouvé les archives des centres d'observation de la guerre, et notamment, notamment les registres d'écrou, dans lesquels très souvent on écrivait en rouge, des fois qu'on ne l'ait pas vu, en marge, juif, devant le registre d'écrou. Donc il a suivi le destin de 53 des jeunes qui sont passés par le centre de tri et d'observation de la rue de Crimée. Voilà, et ça a donné cet ouvrage qui n'est pas réédité, je crois. Bon, donc faut le trouver d'occasion si vous ne l'avez pas. Voilà. Et comme les archives permettent de suppléer à la mémoire défaillante, c'est en relisant la dédicace que je me suis rappelé à quel point on a parlé de ce bouquin avec Jean-Luc, puisque il me dit à Jean-Jacques ce livre dont nous avons tant parlé. Voilà, donc c'est là que je me rappelle qu'en effet l'essentiel de nos débats était là. Et l'autre souvenir que j'ai de Jean-Luc, donc c'est ces débats parfois houleux, parce que bon, il était des fois. Bon, tu me parlais d'une forme d'intransigeance parfois, non ? Parfois, oui, parfois. C'était une tendance à pas toujours, dans ces débats, essayer de voir quel était le point de vue de l'autre. Quelquefois, bon, il leur pouvait le respecter, mais quand même, on avait un peu de mal à le faire. J'ai voulu le faire changer d'avis sur le livre de Chauvière, sur l'enfance, en lui disant que, bien sûr, Chauvière n'avait pas parlé des enfants juifs, tout simplement parce que ce n'était pas son objet, parce que ce n'était pas de ça dont il parlait. Mais à chaque fois, il me disait, ouais, mais il aurait pu en parler quand même. Bon, et voilà. Je retrouve quelque chose là. Hein? Je trouve
Et l'autre chose, l'autre moment fort de ma rencontre avec Jean-Luc, c'est un jour où je viens le voir à Savigny, comme ça, sans rendez-vous spécifique, comme ça, en passant. Il faisait une visite avec des jeunes. Et là, j'ai rencontré le Jean-Luc éducateur. Et il y avait là une empathie, une écoute avec des jeunes absolument extraordinaire. Alors là, le côté un peu, c'est mon avis et je le partage, qu'il pouvait avoir par moment, là, était totalement mis de côté. Il était totalement dans l'empathie, dans l'écoute et dans l'explication. Enfin bon, je veux dire, parce que les jeunes de la PJJ visitant un musée, bon déjà c'est assez extraordinaire. Hein, bon, c'est pas tous les jours, quoi, parce que, bon, voilà. Un musée d'histoire, un musée qui parle de leur histoire. Et comment il arrivait à faire vivre ça avec les jeunes, et comment il les captivait, et comment il écoutait leur point de vue, et comment là, il repartait toujours de leur point de vue pour essayer de leur faire comprendre les choses. C'était tout à fait remarquable. C'était une leçon d'éducateur. Je me disais que bon, peut-être que je n'avais pas toujours été aussi bon que lui comme éducateur. À des moments, j'avais été moins... j'avais été plus dans le tranché et moins dans l'écoute que lui. C'est vraiment un moment très fort de notre rencontre. Voilà. Merci Jean-Jacques. Et toi, Marie-Laure, justement, tu l'as connu sur son dernier poste en Seine-Saint-Denis au Blanc-Ménil, quelques années avant qu'il parte en retraite, et donc après son passage à la ferme de Champagne, et tu étais sa directrice. Oui. Et alors alors moi déjà, je dois avouer toute mon ignorance de qui était Jean-Luc en dehors de l'éducateur. Je savais un peu, mais pas plus que ça. Peut-être que j'ai pas voulu savoir non plus en prenant ce poste. Et pour te dire aussi la réalité, moi, il était surtout le mari de Madame Enodi, puisque c'est ta mère que j'ai connue avant ton père, quand j'étais toute jeune directrice. Sur des questions d'histoire d'ailleurs de la PJJ. Alors, ton père, il avait, donc si je calcule bien, moi je suis arrivée en 2011, donc il avait 60 ans. C'était la fin de sa carrière, c'était 2 ans avant son départ à la retraite. Mes souvenirs, c'est surtout quelqu'un qui m'a accueillie. C'est-à-dire que moi j'étais directrice, il était éducateur, et on peut aussi dans ce sens-là accueillir sa directrice et accueillir avec beaucoup de bienveillance. Et de la transmission aussi. Je dois aussi ce que je connais des jeunes, de la prise en charge, aussi à des hommes comme ton père. Et donc voilà, c'était un très très bon éducateur qui a beaucoup transmis, qui m'a transmis à moi, mais qui transmettait aussi à ses collègues éducateurs. J'ai des souvenirs de réunions où vraiment il transmettait tout son savoir, toute sa bienveillance, tout ce qu'il a fait pour les adolescents qu'on prenait en charge. J'ai su d'ailleurs après aussi qu'il faisait même des choses en dehors, effectivement, de ses heures de travail, notamment par exemple qu'il allait chercher un jeune le matin pour l'emmener à sa scolarité, pour être sûr qu'il ne rate pas sa scolarité. En tout cas, dans ma carrière, qui maintenant s'allonge un peu, hein, j'étais jeune directrice, je suis un peu moins aujourd'hui, ça fait partie des professionnels qui m'ont marquée parce que c'était quelqu'un qui transmettait, quelqu'un qui était bienveillant, quelqu'un qui avait aussi, je pense, beaucoup d'intérêt pour son métier, pour les jeunes qu'on prenait en charge. C'était aussi une personnalité, hein, on en a un peu discuté aussi, il avait un caractère parfois bien trempé. Je ne pouvais pas faire changer Jean-Luc Enodi de ses idées quand il en avait, on l'a dit aussi tout à l'heure. Bon, par exemple, c'était le seul éducateur que j'ai eu qui rendait des écrits manuscrits.
Donc Jean-Luc ne voulait absolument pas, mais du tout, taper quoi que ce soit sur un ordinateur. Et donc je me dis que dans les archives du tribunal judiciaire de Bobigny, il y a les textes, les écrits de Jean-Luc d'une très belle écriture. Je m'en rappellerai quand même toute ma vie, parce que moi je n'ai connu, je pense, que des textes dactylographie. Enfin, je ne crois pas avoir jamais connu autre chose que des textes imprimés. Et en tout cas, l'écriture de Jean-Luc, la perfection de l'écriture, c'est vrai que je n'ai jamais corrigé un écrit de Jean-Luc Einaudi. Il n'y avait rien à faire. J'étais d'ailleurs tout à fait ravie quand ils arrivaient sur mon bureau. Ils racontaient l'histoire des jeunes aussi. Je pense qu'ils donnaient beaucoup à voir de leur histoire, de ce qui les avait amenés à commettre des actes de délinquance. Et j'espère qu'un jour, on ira aussi chercher sur l'histoire de la PJ dans les écrits de Jean-Luc Einaudi. Je pense que ce sera quelque chose de très intéressant à faire. Donc voilà. Merci. Je me permets de vous interrompre. Vous avez une ex-collègue à vous là-bas qui a accompagné ces jeunes en musée, une ex-collègue de la PJ, Nicolas Discrète, là-bas au France. Vous allez la connaître, Claire Claudel. Non, je ne crois pas que... Voilà. Elle a passé des années, elle a accompagné ces jeunes dans les musées. Super, il y aura un premier échange avec le public en fin de deuxième table ronde. À ce moment-là, les remarques des uns, des autres, des unes, des autres pourront être écoutées. Merci. Pour clore cette table ronde, justement, je vais vous lire une lettre qu'il a adressée en 1987 à un jeune mineur de 15 ans condamné pour meurtre, pour le meurtre d'un enfant de 5 ans à l'époque. Et il me semble que cette lettre dit beaucoup de sa personnalité, de ce qu'il était. Le 4 avril 1987. Mon cher David, les 2 jours de ton procès ont été très durs pour toi. Tu as dit et entendu beaucoup de choses très graves. Tu as été condamné à une peine de prison importante. Tu le sais sans doute, Christian et moi sommes restés du début jusqu'à la fin du procès. Il fallait pour ta propre conscience que tu reconnaisses les faits. Tu l'as fait courageusement. Tu as dit des choses très difficiles à dire. Tu as pu dire autre chose que tes parents. Tu vas maintenant subir ta condamnation. David, regarde vers l'avenir. Tu es très jeune et ta vie est devant toi. Tu as connu beaucoup de misère, trop de misère. La vie a été dure avec toi. Et avant toi, elle l'a été pour ta mère et ton père. D'abord, David, j'espère que tu pourras utiliser au mieux le temps de ta détention. Tu connaîtras des jours difficiles, mais n'oublie pas alors que tu n'es pas seul au monde et qu'un jour tu sortiras. Je veux que tu saches que, quand tu sortiras de prison, je te souhaite de tout mon cœur de connaître des jours heureux et que le sourire viendra illuminer ton visage. Tu sais que nous avions dit au tribunal que nous étions prêts à te reprendre à Brécourt. Nous n'avons jamais cru que tu étais innocent. Nous avons toujours pensé qu'il faudrait que tu reconnaisses la vérité. Et nous étions prêts à t'accepter comme cela. Pourquoi ? Tu sais très bien que nous n'avons jamais toléré n'importe quoi de toi et nous ne l'aurions jamais fait. Mais nous avons vu en toi des raisons d'espérer.
Nous savons que tu n'es pas un être insensible. Tu connais la douleur. Tu es capable de pleurer, de rire, d'aimer. Et nous avons pensé qu'avec des adultes en qui tu aies confiance, tu pouvais beaucoup évoluer. Tu es encore en pleine évolution. Il n'y a pas si longtemps, tu n'étais qu'un enfant aimant jouer et souhaitant que l'on s'occupe de lui. Aie confiance en toi, David. Aie confiance en tous tes bons côtés. Aie confiance en l'avenir. Tu peux avoir confiance en ton avocate. Elle t'a très bien défendu. Elle l'a fait avec toute sa raison et aussi avec son cœur. Tout ce qu'elle pourra faire pour ton bien, elle le fera. Je partage beaucoup de choses qu'elle a dites. Mon cher David, je t'embrasse. Jean-Luc. Merci Elsa pour cette lettre assez extraordinaire. Alors, nous allons passer au deuxième thème que nous avons souhaité examiner aujourd'hui, la dimension du cherche. Alors, Jean-Luc Einaudi se définissait lui-même comme un citoyen chercheur. Il disait « Je ne suis pas historien », ce qui n'empêchait pas un grand nombre de gens de lui dénier perfidement la qualité d'historien. On l'a traité de pseudo-historien, de militant, de journaliste. C'est quand même le comble de l'injure. Voilà. Alors, il reste que... il a écrit, si j'ai bien compté, 17 livres, qui sont à peu près tous des livres d'histoire, qui sont à peu près tous en relation avec l'histoire coloniale. Alors, il y a un livre sur le Vietnam qui a été mentionné tout à l'heure, qui est très peu connu, sur l'affaire Boudarel notamment. Beaucoup de livres en rapport avec l'Algérie, évidemment, et notamment, donc les livres les plus importants, ceux qui ont le plus d'écho. Donc ça a été d'abord 2 livres en 1986 qui étaient La ferme améziane sur un centre de torture proche de Constantine. Puis la même année, pour l'exemple, l'affaire Fernand Yveton, dont parlait Joseph Andras tout à l'heure. Et enfin, bien sûr, en 1991, la bataille de Paris sur le massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961. Alors, on reviendra sur la table ronde sur les raisons pour lesquelles, par exemple, à sa disparition, un grand historien algérien qui est Mohamed Arbi a qualifié Jean-Luc Einaudi de héros moral. C'est quand même un qualificatif qu'on a accordé à assez peu d'historiens dans l'histoire. On verra en quoi a consisté cet héroïsme, en quoi il a été un pionnier, etc. Et vous allez, en guise d'introduction, écouter 3 documents dans lesquels il expose les raisons de ses recherches et les méthodes qu'il a utilisées. Donc il s'agit d'un film qui est un extrait d'un film de Daniel Kupferstein, un son, un enregistrement sonore de 2 questions de journalistes et de ses réponses, et puis Patrick Carl viendra nous lire des extraits de lettres qu'il a écrites à sa femme Christine Einaudi alors qu'il était en train de mener l'enquête en Algérie en 1986. Donc pour commencer, le film dont j'ai parlé, dont Daniel me fait signe qu'il n'est pas l'auteur. Pardon, c'est auteur inconnu pour le moment. La démarche initiale est une démarche de citoyen, considérant qu'il est du droit et du devoir du citoyen que de chercher à savoir ce qui s'est commis, en définitive, en son nom. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à m'intéresser à ces événements de l'automne 1961 et à enquêter sur cette période.
Et d'ailleurs, à ce sujet, je rappellerai ce que disait mon ami Pierre Vidal-Naquet, qui est malheureusement décédé depuis quelques années. Il paraphrasait Clémenceau, qui avait eu cette formule selon laquelle la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser au sol militaire. Vidal-Naquet disait « L'histoire est une chose trop sérieuse pour la laisser aux sols historiens ». Voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs que, dès mon premier ouvrage, il m'a soutenu. Maurice Papon, conseiller, en l'occurrence mal conseillé par ses avocats qui pensaient que ça se passerait sans problème et que je serais condamné, m'intente un procès en diffamation pour ce que j'ai écrit concernant ces événements, concernant un article. Bon, très bien. Et donc il a perdu ce procès, qui a eu finalement le mérite que, face aux témoignages des témoins directs de ce qui s'était passé, face aux documents, etc., a fait que le représentant du parquet, a reconnu la réalité d'un massacre commis par des fonctionnaires de police. C'était la première fois qu'une instance représentant, comme on dit, la société, reconnaissait ce crime. Donc j'ai été relaxé. Papon a perdu ce procès. Par la suite, il y a eu, c'était encore Jospin qui était Premier ministre, il y a eu un début, une déclaration de Jospin faisant état de dizaines de victimes. Et puis, il y a eu tout un processus de commémoration et de reconnaissance locale. Il y a eu une plaque commémorative inaugurée en 2001 au Pont-Saint-Michel par la nouvelle municipalité de Paris. Et puis toute une série de municipalités de banlieue qui jusqu'à maintenant continuent. Il y a un mouvement, vous voyez, de reconnaissance locale. Tout un processus qui est à l'œuvre. Voilà, donc on essaye de faire avancer les choses. Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quelles sources vous avez pu mettre sur pied votre œuvre d'historien du 17 octobre 1961, Jean-Luc Hennaudy ? Eh bien, écoutez, j'ai mené des recherches et fait un travail d'enquête à partir de toutes les sources dont j'ai pu disposer. Un certain nombre d'archives, de sources écrites, notamment des archives de l'ex-Fédération de France du FLN, des archives telles que celles du syndicat général de la police, des archives aussi diverses que celles de la Mission de France, de l'Action catholique ouvrière, etc. Comme source écrite, bien évidemment, la presse, dans laquelle on trouve un certain nombre d'informations sur ces événements à l'époque, et puis de nombreux témoignages oraux, parce que, à vrai dire, concernant ces événements, il est certain que les témoignages oraux ont joué, dans mes recherches, ont tenu une place vous n'avez pas eu accès aux archives officielles, alors. Mais voilà. Donc, toutes les sources possibles, sauf tout un domaine, les archives officielles. Alors, ce sont des événements qui ont concerné, au premier chef, la préfecture de police. Et donc, je me suis adressé à plusieurs préfets de police, sous des gouvernements différents, de droite, de gauche, et j'ai eu les mêmes refus. Le délai invoqué étant 60 ans. Il faut savoir que la préfecture de police a ses propres archives. La préfecture de police ne verse pas ses archives aux archives nationales. L'important concernant ces événements. Moi, ce que j'ai fait, c'est quoi ? Jamais je n'ai prétendu, et je ne prétends absolument pas, avoir dit le dernier mot concernant ces événements. Au contraire, j'ai voulu contribuer à ce qu'une brèche
soit ouverte pour qu'on approche de la vérité concernant ce qui s'est passé à ce moment-là. Il faut que les recherches se poursuivent. Absolument, c'est une impérieuse nécessité, c'est des événements suffisamment graves. Il faut que la recherche se poursuive et il faut que toutes les sources soient librement consultables par les chercheurs. Il faut qu'on approche de la vérité concernant ces événements. Mais vous savez, ne nous faisons pas trop d'illusions non plus, parce qu'on a eu quand même dans cette affaire-là mensonges et dissimulation de la part de l'État. Je vais vous dire quelque chose. Il y a eu des gens qui ont été tués dans l'enceinte du Palais des Sports. Il y a eu des témoins de ces morts-là. On ne sait toujours pas ce qu'on a fait de ces cadavres. Pourquoi ce besoin de connaître la vérité sur une guerre qui ne disait pas son nom à l'époque? C'est tout simplement, en tant que citoyen français, qui, jeune dans les années 60, 70, a été amené à constater que cette guerre continuait à peser énormément sur bien des aspects de la société française et que, bizarrement, dans le même temps, eh bien, on n'en parlait pas ou on en parlait très peu. Il me semble qu'il y a quelque chose de profondément malsain à entretenir des mensonges parfois, des occultations sur des faits qui sont tout de même absolument fondamentaux concernant la vie de notre société. Redécouvrir tous ces événements tragiques en tant qu'homme, Jean-Luc Einaudi, vous ressentez quoi? Moi, si vous voulez, c'est surtout, comment dirais-je, c'est surtout les victimes qui sont présentes à mon esprit, vous voyez. Je l'ai dit d'ailleurs devant la cour d'assises, en conclusion de mon intervention, je suis venu ici en mémoire des victimes algériennes enterrées comme des chiens. Un certain nombre d'entre elles ayant été inhumées dans la fosse commune du cimetière de Thiers. Donc si vous voulez, c'est comme contribuer à ce qu'elles soient reconnues. Et je dois dire que souvent je ressens de l'émotion quand des familles de victimes s'adressent à moi, des enfants de victimes, d'hommes qui ont disparu s'adressent à moi, parce que la plupart du temps, c'est pour me remercier. À chaque fois, ça provoque en moi une émotion. Et je ne soupçonnais pas d'ailleurs à quel point il y avait ce besoin de reconnaissance de crimes qui jusque-là avaient été niés et dissimulés. Il y a un profond besoin de justice au sens moral. C'est quelque chose qui est très profond. Quelle est l'image qui vous a marqué à jamais, Jean-Luc Einaudi? J'ai été quand même hanté par ces photos de cadavres, de noyés qui sont dans ces dossiers. C'est une période très noire pour la justice. La justice a couvert, a fermé les yeux et a accepté les mensonges les plus grossiers et s'est mise en définitive au service du mensonge d'État. Tout ça, ça fait partie de notre histoire. Il y a des morts derrière tout ça. Ma démarche, dès le départ, ça a consisté à ce que ces victimes-là soient reconnues pour elles-mêmes et pour, je dirais, leur descendance. Parce que la question que ça pose, c'est quelle place, quelle reconnaissance on donne à la vie de toute cette population originaire d'Algérie. Est-ce que, oui ou non, on reconnaît? Est-ce qu'on considère que la vie de tout homme vaut celle de tout autre, et que toute vie a une valeur égale à celle de toute autre vie, ou non? La question, à mes yeux, reste posée. À l'automne 1987, Jean-Luc Einaudi prend ses congés annuels et se rend en Algérie pour un mois. Presque chaque jour, il écrit à Christine. Il lui raconte les progrès de son enquête et les petites mésaventures de chercheurs tenaces qui sillonnent l'Algérie en solitaire. Alger, 18 septembre.
Je suis allé en Grande Kabylie, à Tizi Ouzou. J'y ai recueilli un important témoignage. Le type n'avait jamais parlé. J'ai passé la nuit chez lui et suis rentré le lendemain à Alger. Là, j'ai recueilli d'autres témoignages. Alger, 20 septembre. Hier matin, je suis parti en train pour aller voir quelqu'un dans un village de Grande Kabylie, dans la région de Bougie. J'ai rencontré un homme qui souffre physiquement et psychiquement depuis le 17 octobre 1961. J'ai recueilli son témoignage. Comme il n'y avait pas de train, il m'a très gentiment gardé chez lui pour manger et passer la nuit. Cet homme-là aussi, en dépit de ce qu'il subit toujours, est sans haine. Je me suis décidé à prendre le train. J'ai mis plus de 8 heures pour faire 250 km, sans compter la vaine attente de ce matin. Finalement, ce soir, j'étais invité à manger à 19 heures. Je n'ai pu arriver qu'1 heure et demie plus tard et il n'y avait plus personne. C'était un rendez-vous important. Je rattraperai. Alger, 24 septembre. Je suis à nouveau parti pour un village de Kabylie situé au pied des montagnes du Djoudjoura. J'ai recueilli le témoignage de 2 personnes qui, après le 17 octobre, ont été déportées vers des camps militaires en Algérie. Maintenant, je suis en attente de mon prochain départ pour Constantine, où je vais recueillir des témoignages sur le passage de Papon. Alger, 25 septembre. J'avais rendez-vous cet après-midi avec quelqu'un pour recueillir son témoignage dans le quartier de Bellecour. Une fois arrivé, on m'a dit qu'il n'était pas là. Hier, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont un des organisateurs du 17 octobre. Nous avons discuté sur le trottoir. Il faut toujours être prêt à saisir l'occasion. Parfois, je me demande ce que je fais ici, à chercher, à y retrouver des gens, à renouer des fils, toujours prêt à aller où l'on me signale quelqu'un. Qu'est-ce qui me fait marcher, courir? La quête d'une vérité? Ne faut-il pas que parmi les hommes, certains racontent ce que d'autres ont fait, vécu, souffert, pour que cela ne s'englue pas irrémédiablement dans le quotidien? Et puis, c'est sans doute une façon de donner sens à ma vie. Constantine, 29 septembre. Après plus de 7 heures d'autocar, je suis arrivé à Constantine. J'ai, dès hier soir, recueilli les témoignages de femmes torturées en 1957 et 1958, dans une ancienne ferme qui avait été transformée en centre de torture sous le règne de Papon. C'est l'horreur. Les mots sont bien pauvres et insuffisants. Ces femmes ont vécu l'enfer. Jusqu'ici, personne n'a parlé, témoigné sur ce qui s'est déroulé sous le contrôle des tortionnaires de l'armée et de la police française. Beaucoup d'hommes et de femmes y sont morts sous la torture ou exécutés, disparus. Plus personne n'a jamais eu de leurs nouvelles, jamais. Ce matin, j'ai continué à recueillir des témoignages. Cet après-midi, j'ai pris un taxi et je lui ai demandé de me conduire à cette ancienne ferme devenue centre de torture. Là, j'ai rencontré par hasard le fils de l'ancien propriétaire. Il m'a fait visiter les lieux, dire que ce lieu anodin fut le siège de la douleur et de la mort. Si la mémoire n'est pas conservée, le temps effacera tout et ce sera comme si rien ne s'était passé. J'avais déjà eu cette impression en voyant le film de Lanzmann, Shoah.